RTL. Et c'est l'heure du portrait inattendu d'Hélène Manarino, Philippe. C'est à vous Hélène, je peux pas dire mieux. Bonjour Georges-Marc Benamou. Bonjour Hélène. Je suis là pour dévoiler toutes les choses que l'on ne connaît pas forcément de vous. Alors il y a cette phrase d'Albert Camus que vous répétez absolument tout le temps à votre entourage. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Je vais tenter donc d'être la plus précise possible. Une citation de Camus qui vous accompagne, c'est plutôt logique d'ailleurs. Quand Gallimard a lancé Folio, sa collection de poches en 1972, vous avez proposé à votre frère de se cotiser pour acheter un folio chaque semaine. Et votre collection a commencé avec L'étranger de Camus. Alors Georges-Marc Benamou... Je m'en souviens pas. Mais ça doit être vrai, vous me le rappelez. Vous l'avez toujours. Vous réveillez ma mémoire. Avec grand plaisir. Georges-Marc Benamou, dans votre vie, vous avez toujours réussi à obtenir ce que vous vouliez, même ce que vous ne vouliez pas. Et on va commencer par ça. Jeune étudiant, vous décidez avec un de vos amis de préparer le CAPA, le concours d'avocat. Pendant 3 jours, vous n'avez pas dormi. Vous avez carburé au café pour travailler toute la nuit. Vous vous êtes présenté au concours et au moment de la publication des résultats, c'est positif pour vous. Sauf que vous étiez plutôt du côté des déçus, car devenir avocat, ce n'était pas votre truc du tout. Non. Et d'ailleurs, vous avez fortement agacé les recalés. C'était surtout pour faire plaisir à votre père, qui s'est empressé de vous acheter la robe. Vous lui avez répondu: je vais à Paris 1 an, et si je ne réussis rien, je reviens pour être avocat. Vous n'êtes jamais revenu. C'est vrai ? Oui. Parce que oui, Georges-Marc Benamou, les choses que vous souhaitiez réellement obtenir se sont toujours présentées à vous. Mais c'est surtout une vie ponctuée de rencontres, et pas n'importe qui ou n'importe quoi. J'ai envie de commencer par un objet qui vous a donné cette culture sans limite, le vieux téléviseur Schneider, récupéré par vos parents pour votre chambre. 1 minute pour s'allumer, avec des bruits parfois inquiétants. Vous viviez à Nice, donc évidemment vous regardiez Télé Monte Carlo et ce fameux Un grand film chaque soir, où vous avez pu découvrir quelques chefs-d'œuvre méconnus du grand public, comme Le Fils du pendu de Franck Borzage. Et entre-temps, vous suiviez également avec grand intérêt la conquête spatiale jusqu'aux missions Apollo, des rencontres dans l'espace qui vous fascinait. Bon, passons aux rencontres avec des grands hommes et des moments inoubliables. Une interview d'Yves Montand que vous rencontrez rapidement dans sa loge à l'Olympia. Il n'accordait aucune interview. Il vous voit et il vous rappelle en vous disant: tu feras mon interview. C'est vrai ? Mais ça, oui, mais c'est à Simone Signoret que je le dois. Oui. J'étais jeune journaliste au quotidien de Paris, le journal de Philippe Tesson. Tout Paris se battait pour le retour sur scène 30 ans après, en 81, de Yves Montand. Tous les journalistes de Paris, vous étiez pas encore arrivé, Philippe. Tout juste, moi. J'étais tout juste à Paris en 80. Et moi, j'étais aussi, je venais d'arriver, et puis Yves Montand dans la loge me jette. Il me dit: écoutez, il n'en est pas question, sortez, monsieur. Et devant mon insistance, une dame, vieille dame avec des grosses lunettes que je reconnais pas tout de suite, me dit: jeune homme, venez ici. Et puis elle me dit: vous vous appelez comment? Bon, alors c'était Simone Signoret. Je sais pas, la scène l'avait dû la choquer. Pourquoi tu lui as parlé comme ça? Bref, Montand, sur son insistance, me rappelle le lendemain. Et c'est comme ça que ça débute. 1 semaine de double page dans le quotidien de Paris. J'étais lancé, si je puis dire, en termes de signature dans la presse écrite. Merci Simone. Hélène. Des personnalités que vous rencontrez et qui vous ont donné cette force. À l'âge de 21 ans, vous correspondez avec Albert Cohen, des échanges extrêmement forts. D'ailleurs, vous alliez lui rendre régulièrement visite à Genève. Vous rencontrez Barbara après son concert à Pantin en 1980. Elle démarrait son spectacle par cette chanson sur François Mitterrand. Regarde, quelque chose a changé. L'air semble plus léger. C'est indéfinissable. Regarde, vous étiez avec votre frère Stéphane et vous avez eu le privilège de la retrouver dans sa loge. Alors des rencontres parfois bouleversantes quand vous écriviez sur la chanson française au quotidien de Paris. Vous vous êtes lié d'amitié avec Serge Reggiani qui vous a écrit... Lié d'amitié, non, j'ai eu une vraie rencontre. Une vraie rencontre qui vous a écrit quand même une lettre qui vous a énormément marqué. Ah ouais, quand on est jeune journaliste et que Serge Reggiani vous écrit pour vous dire des choses de votre papier, c'est vrai que ça marque. Non, la vraie amitié était plutôt avec Barbara. C'est comme une grande tante, une copine. On se promenait des heures et des heures dans Paris. Elle avait une conversation absolument hallucinante. C'était une jeune fille absolument merveilleuse jusqu'au bout d'ailleurs. Rencontre ou pas, ce sont les grands noms qui vous accompagnaient. Enfant, vous ne passiez pas d'un moment de vie sans écouter ça. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Alors on peut citer aussi Léo Ferré, Léonard Cohen. Depuis 15 jours, vous êtes à 100% avec ça, Georges-Marc Benamou. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque
nouveau Alain Souchon. Ah ouais, magnifique. Alors revenons à nos rencontres. Il y en a eu aussi plus ou moins ratées. Quand vous partez à New York et que vous tentez d'obtenir une interview de Philippe Roth, malheureusement, après un échange téléphonique, il a tout de suite compris que vous n'aviez pas lu son livre. Il vous dit donc non. Ouais, c'est pour ça que j'ai lu son livre, Benamou. Ah non, Voilà, après, vous 10 décidez. échanges téléphoniques. Ah. Oui. Comment vous savez tout ça? Non, je l'ai appelé pendant 10 jours, tous les jours, et tous les jours, il me promettait. Ouais. Mais ça, vous n'avez pas eu l'idée de lire son livre Mais avant de surtout, son l'interviewer? livre traitait de ça aussi. Non, mais le livre venait de sortir, j'avais lu tous les autres, j'arrive à New York, et effectivement, je vais vous raconter, tous les jours, je l'appelle, tous les jours, il est gentil, me rappelez-moi le lendemain, et le dernier jour, je n'en peux plus, je lui dis, écoutez, l'avion va partir, enfin, je veux dire, si vous ne me recevez pas demain, mon avion va partir, et vous savez quoi? Je vais me faire virer de mon journal en rentrant en France. Et là, il se met à se marrer, et il dit, vous n'avez pas lu mon dernier livre, et je vais acheter son livre qui s'était sorti la même semaine, et ça commence par l'histoire d'un journaliste italien qui menace de se suicider s'il n'a pas l'interview de cet écrivain. Voilà, je n'ai jamais eu d'interview de Philippe Roth. Vous décidez d'écrire à Eugène Ionesco, il appelle chez vous, votre maman décroche, vous n'avez jamais eu le courage de le rappeler. Et puis parfois des rencontres qui peuvent tourner au drame. Il y a 20 ans, vous déjeunez à Saint-Paul-de-Vence avec votre ami Bernard-Henri Lévy. 2 tables plus loin, Donald Trump et sa compagne. Non. Sa compagne que vous regardiez un petit peu, mais de manière sympathique, sauf que ça n'a pas du tout plu à Sir Trump, qui s'est levé pour vous provoquer en plein restaurant. Gêné, vous n'avez strictement rien dit. Non, attendez, vous êtes bastonné avec Donald Trump. Effectivement, on a vu un couple d'Américains, et dans Non, mais elle vient de le raconter, mais venez-en au fait, parce qu'il nous Mais reste je pas l'ai beaucoup de regardé temps. d'ailleurs de manière plus insistante qu'Olivier, parce qu'elle était véritablement très belle. Oui, mais je l'ai raconté avec... Et effectivement, il s'est levé et il est venu vers moi, une carrure très impressionnante. J'ai levé les yeux, je me suis levé, et il était même, il y a 20 ans, assez connu. Et là, je reconnais Donald Trump. Et il était prêt à me foutre son poing sur la gueule, oui. Et qu'est-ce qui vous a sauvé? Je dis, I'm sorry, sir. Je n'ai plus regardé sa femme. Et il s'est rassis. Mais on n'était pas loin de la castagne, oui. Bon, c'est passé. Parce que le conflit vous Et angoisse. je veux dire qu'il a un certain charisme restreint. C'est un mec qui, quand il vient vers vous et qu'il vous toise, etc., en tout cas, je parle de Trump, on a l'impression que la castagne va partir assez vite. Alors, le conflit vous angoisse, mais il n'y a pas que ça. Vous avez la phobie de l'avion et des vagues de l'océan Atlantique au Cap Ferret. Alors, aujourd'hui, Georges-Marc Benamou, vous rencontrez tous les soirs C'est pas vrai, quelqu'un. ça, non. Ah bah si, apparemment, quand même. Ah non, pas du tout. Bon. J'adore l'océan. Mais les vagues, vous n'aimez pas trop apparemment. Vous rencontrez tous les soirs le géant Netflix, sauf que vous endormez très souvent avant la fin des épisodes. Vous commencez tout, mais vous ne terminez aucune série. Tous les dimanches matins, vous rencontrez votre coach sportif avec le même short du PSG que vous avez depuis 25 ans. Absolument. Vous aimez secrètement écouter du reggae, comme Bob Marley, j'assume le reggae. avec qui vous auriez fait quelques soirées dans les années 80. C'est une de mes rencontres, effectivement. J'étais tout jeune journaliste, et après le grand concert pour les plus anciens de Bob Marley, pour les VIP, c'était une époque où le showbiz était beaucoup plus civilisé. Il y avait une petite fête privée sur un bateau sur la Seine avec Bob Marley pour 20 journalistes. C'était une époque, vous avez connu ça, c'est bon, Philippe. ça, oui, mais j'ai pas connu ce bateau-là. Et dansant avec Bob Marley ce soir-là, c'était assez un très joli souvenir. Mais la chanson qui vous fait bouger depuis très longtemps, c'est ça. Mongo Jerry. Mongo Jerry, In the Summertime, cette chanson qui nous dit quand c'est cet été que la météo est géniale, tu peux t'étirer et atteindre le ciel, ce ciel d'été que vous aimiez énormément contempler. Lorsque votre fils était âgé de 5 ans, vous regardiez ensemble les nuages pour les voir se former comme un dessin, en pensant sûrement à la rencontre de demain. Merci beaucoup, Hélène Manarino.